Vous savez, ce qui me fascine après 40 ans de carrière en psychiatrie, ce n'est pas la complexité des pathologies. Non, c'est l'incroyable capacité que nous avons à nous mentir à nous-mêmes. Et aujourd'hui, je vais vous révéler un secret clinique que j'ai gardé précieusement pendant des décennies, quelque chose qui va probablement bousculer tout ce que vous croyez savoir sur la guérison émotionnelle. Restez jusqu'à la fin parce que je vais démolir un mythe romantique qui vous coûte probablement votre bonheur depuis des années. Mais avant ça, faites-moi une faveur, abonnez-vous maintenant et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà pensé que pour guérir, il fallait absolument parler, analyser, comprendre, parce que, spoiler alerte, c'est exactement le contraire de ce que la science nous enseigne. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marianne, 53 ans, divorcée depuis 7 ans, 2 enfants adultes. Elle arrive dans mon cabinet avec une pile de carnets, 15 carnets pour être précis, 7 années d'introspection obsessionnelle. Elle a tout analysé, pourquoi son mariage a échoué, les erreurs de son ex-mari, ses propres failles, les signes qu'elle aurait dû voir, les moments charnières, 15 carnets remplis de pourquoi et de comment. Première séance, elle me dit avec fierté, Docteur André, j'ai fait un travail considérable sur moi-même, je la regarde. Elle a les yeux cernés, les mains qui tremblent légèrement, ce sourire crispé des gens qui essayent de se convaincre qu'ils vont bien. Et je lui réponds, Marianne, vous n'avez pas travaillé sur vous-même. Vous avez creusé un puits sans fond dans lequel vous vous êtes enterrée vivante. Le silence qui suit est brutal, mais nécessaire. Parce que voilà le premier élément de ce fameux secret. Trop de compréhension tue la guérison, je sais, ça choque. On nous a vendu l'idée que la clé de la libération, c'est la prise de conscience, comprendre nos blessures, analyser nos schémas, identifier nos traumas. Sauf que dans mon bureau, j'ai vu des centaines de Marianne, des femmes brillantes qui ont tout compris, tout analysé, tout décortiqué et qui souffrent toujours autant. Vous voulez connaître la différence entre mes patientes qui guérissent et celles qui stagnent. Les premières arrêtent de chercher à comprendre et commencent à vivre autrement. Point. Pas de magie, pas de révélation cosmique. Juste un changement de direction radical. Alors pourquoi cette obsession de la compréhension nous piège-t-elle? La réponse est dans notre cerveau, ma chère auditrice, plus précisément dans une petite région qu'on appelle le cortex préfrontal. Cette partie de notre cerveau adore créer des histoires, des explications, des récits cohérents. C'est son job. Le problème, ces histoires deviennent des prisons dorées. Prenons un exemple concret. Vous avez grandi avec un père émotionnellement distant. Vous comprenez maintenant que cela a créé chez vous un besoin d'approbation masculine. Vous identifiez que vous choisissez systématiquement des hommes indisponibles émotionnellement. Vous reliez les points, vous voyez le schéma, vous avez votre aha moment, félicitations, et après, la plupart des femmes font exactement la même chose. Elles continuent à choisir des hommes indisponibles, mais maintenant elles savent pourquoi elles le font. C'est comme être conscient qu'on se dirige vers un mur et continuer à marcher droit dedans, en commentant Tiens, c'est à cause de mon enfance que je me cogne contre ce mur. Non? L'ironie, vous la voyez? Toute cette compréhension psychologique peut devenir une excuse sophistiquée pour ne rien changer, un alibi intellectuel pour rester dans nos zones de confort toxiques. Maintenant, respirez un grand coup parce que je vais vous dire quelque chose qui va peu être vous libérer. Vous n'avez pas besoin de comprendre pour guérir. Lisez cette phrase, encore une fois, imprimez-la dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin de comprendre pour guérir. Les études en thérapie comportementale et cognitive le prouvent depuis des décennies. On peut modifier des comportements, transformer des émotions, réorganiser des pensées sans forcément remonter à la source. C'est contre-intuitif, je sais. Ça va à l'encontre de toute une culture psychanalytique qui nous a conditionnés à croire que tout se joue dans l'enfance et qu'il faut exhumer chaque souvenir douloureux. Laissez-moi vous poser une question directe. Si vous aviez une phobie des araignées, qu'est-ce qui vous guérirait le plus efficacement? Passer 5 ans à chercher l'événement traumatisant de votre enfance?
qui a créé cette peur, où vous exposez progressivement, graduellement à des araignées dans un environnement sécurisé jusqu'à ce que votre cerveau comprenne qu'il n'y a pas de danger réel. La science est catégorique. C'est la deuxième option, à chaque fois, sans exception. Et c'est exactement pareil pour vos blessures émotionnelles, vos schémas relationnels toxiques, votre difficulté à vous affirmer, votre tendance à l'auto-sabotage. Vous pouvez passer votre vie à chercher le pourquoi originel, ou vous pouvez commencer dès aujourd'hui à pratiquer le comment transformateur. Mais attendez, je vous entends déjà penser, d'accord, docteur André, mais comment fait-on concrètement? Patience, on y arrive. Parce que le secret ne s'arrête pas là. Il y a une deuxième partie encore plus dérangeante. Retournons à Marianne. Deuxième séance, je lui propose un exercice simple, non pas simple, simpliste, aux yeux de quelqu'un qui a rempli 15 carnets. Je lui demande de passer une semaine sans analyser quoi que ce soit, zéro introspection. À chaque fois qu'elle commence à réfléchir à son divorce, à son ex, à ses erreurs, elle doit stopper net et rediriger son attention vers le moment présent. Ses 5 sens, ce qu'elle voit, entend, sent, touche, goûte. Elle me regarde comme si je lui avais demandé de marcher sur les mains pendant 7 jours. Mais docteur, si je n'analyse pas, comment vais-je progresser? Voilà, cette phrase, c'est exactement l'illusion dont je vous parle. Progresser, c'est pas toujours creuser plus profond. Parfois, c'est remonter à la surface et recommencer à respirer. Marianne accepte, sceptique. Une semaine plus tard, elle revient. Quelque chose a changé dans son regard. Elle me dit: j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Quand je ne pense pas à mon divorce, je ne souffre pas. Voilà, le secret dans toute sa simplicité brutale. La souffrance psychologique n'existe que dans la mesure où nous l'alimentons mentalement. Je ne parle pas de nier la réalité, je ne parle pas de refouler ou d'ignorer, je parle de comprendre que nos pensées créent notre réalité émotionnelle, pas les événements eux-mêmes, nos pensées sur ces événements. Votre ex vous a quitté il y a 3 ans, c'est un fait. Vous souffrez encore aujourd'hui? C'est parce que dans votre tête, vous vivez encore cette rupture tous les jours. Vous la ressassez, vous la remâchez, vous la revivez. Votre cerveau ne fait pas la différence entre un souvenir et une expérience réelle. Pour lui, à chaque fois que vous rejouez mentalement cette scène, c'est comme si elle se produisait maintenant. C'est pour ça que certaines femmes restent prisonnières pendant des années. Pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de ce qui continue à se passer dans leur tête. Alors voici la question qui tue. Êtes-vous prête à arrêter de vous raconter cette histoire? Parce que c'est ça le secret qui guérit. Pas la compréhension, pas l'analyse, pas la recherche du pourquoi, mais la décision consciente de changer le récit mental. Laissez-moi être encore plus précis. Dans mon approche thérapeutique, je distingue 3 types de pensées. Les pensées utiles qui vous font avancer, les pensées neutres qui sont juste là sans impact, et les pensées toxiques qui vous empoisonnent lentement mais sûrement. Exemple de pensée toxique classique: je ne mérite pas d'être aimé. Cette phrase, combien de mes patientes me l'ont répétée comme un mantra? Des centaines. Et vous savez ce qu'elles font avec? Elles l'analysent. D'où vient cette croyance? Ah oui, ma mère ne me valorisait jamais, mon premier amour m'a trompé, mon ex-mari me critiquait constamment. Parfait. Maintenant, vous savez d'où ça vient. Et alors, est-ce que ça change quelque chose? Non. Parce que savoir d'où vient une pensée toxique ne la rend pas moins toxique. C'est comme savoir que le cyanure vient d'une plante, ça ne le rend pas plus buvable. La vraie question n'est pas d'où vient cette pensée, mais qu'est-ce que je fais avec? Et voici ma réponse, celle que je donne dans mon cabinet depuis 40 ans: rien. Vous ne faites rien avec une pensée toxique. Vous la laissez passer, comme un nuage dans le ciel. Vous la remarquez, vous la reconnaissez, et vous la laissez partir. C'est ce qu'on appelle en thérapie cognitive la diffusion. Se séparer de nos pensées au lieu de fusionner avec elles. Comprendre que je ne suis pas mes pensées. J'ai des pensées. Nuance cruciale.
Quand Marianne pense je suis un échec relationnel, elle a deux options. Première option, croire cette pensée, la prendre pour la vérité absolue, l'analyser, chercher des preuves, s'enfoncer. Deuxième option, observer cette pensée comme on observe un oiseau qui passe. Tiens, voilà la pensée, je suis un échec relationnel qui revient. Intéressant. Elle aime bien traîner par ici celle-là et continuer à vivre. Vous voyez la différence. Dans le premier cas, la pensée vous contrôle. Dans le deuxième, vous restez aux commandes. Bon, maintenant je sens que certains d'entre vous pensent c'est trop facile, ce n'est pas comme ça qu'on guérit vraiment. Et c'est précisément là le problème. On nous a conditionnés à croire que la guérison doit être compliquée, profonde, douloureuse, qu'il faut souffrir pour grandir, qu'il faut toucher le fond pour rebondir. Conneries. Pardonnez mon français, mais vraiment des conneries monumentales. La guérison peut être simple, pas facile, attention. Simple et facile ne sont pas synonymes. Mais elle n'a pas besoin d'être un processus de 10 ans d'archéologie psychique où on déterre chaque souvenir douloureux pour le contempler sous tous les angles. Regardez la recherche en neuroplasticité. Notre cerveau se reconfigure constamment en fonction de ce qu'on fait, pas en fonction de ce qu'on comprend. Si vous passez vos journées à ruminer sur vos échecs, vous créez des autoroutes neuronales de la rumination. Si vous passez vos journées à pratiquer de nouveaux comportements, vous créez des autoroutes neuronales de ces nouveaux comportements. C'est mathématique, c'est biologique, c'est indiscutable. Alors pourquoi est-ce qu'on s'accroche tant à la compréhension? Parce que elle nous donne l'illusion du contrôle. Si je comprends pourquoi je souffre, je peux théoriquement arrêter de souffrir. C'est logique, non? Sauf que non. La logique et la psychologie humaine ne font pas toujours bon ménage. Laissez-moi vous parler de Sophie. 49 ans, professeure de littérature. Elle vient me voir parce qu'elle n'arrive pas à quitter son compagnon qui la traite comme une option. Pas de violence physique, juste cette violence silencieuse de l'indifférence calculée. Il rentre quand il veut, part quand il veut, ne répond pas à ses messages pendant des jours, puis réapparaît comme si de rien n'était. Sophie a tout compris, elle a lu tous les livres sur la dépendance affective, elle connaît la théorie de l'attachement anxieux, elle peut vous expliquer en détail comment son père alcoolique a créé chez elle ce besoin pathologique de sauver les hommes blessés. Elle a des années de thérapie derrière elle, des années. Et elle est toujours avec cet homme. Premier rendez-vous, elle me fait un exposé de 40 minutes sur ses patterns relationnels, brillant, articulé, profond. À la fin, je lui pose une question simple. Et donc, concrètement, qu'avez-vous changé cette semaine? Silence. Long silence. Puis, rien docteur, mais j'ai beaucoup réfléchi. Voilà le piège. Réfléchir devient un substitut à l'action. On se sent productif parce qu'on analyse, on décortique, on comprend, mais on ne change rien. C'est comme lire 100 livres sur la natation sans jamais mettre un pied dans l'eau. Alors avec Sophie, on fait quelque chose de radical. On arrête de parler de son père, on arrête de parler de son enfance, on arrête de parler de pourquoi elle choisit des hommes indisponibles. On commence à parler de quoi maintenant, aujourd'hui, dans les prochaines 24 heures. Je lui donne un exercice précis. Quand son compagnon la traite comme une option, elle a 15 secondes pour sortir de la pièce. Pas de discussion, pas d'explication, pas d'analyse. Juste sortir. Physiquement, créer une distance. Elle me regarde, perplexe. Mais docteur, ça ne résout pas le problème de fond. Exactement. Ça ne résout pas le problème de fond. Ça résout le problème de maintenant. Et vous savez quoi? C'est le problème de maintenant qui vous fait souffrir, pas le problème de fond. Sophie pratique pendant 3 semaines. À chaque comportement inacceptable, elle sort, elle va marcher, elle va chez une amie, elle s'enferme dans sa chambre. Pas de drame, pas de cri, juste une action simple et répétée. 3e semaine, quelque chose se passe. Son compagnon change. Pas radicalement, mais il change. Parce que soudain, il y a une conséquence à son comportement. Sophie n'est plus disponible pour être traitée n'importe comment.
Elle n'a pas changé son compagnon, elle a changé sa réponse. Mais voici le plus intéressant. Sophie elle-même change. Pas parce qu'elle a eu une révélation sur son père, pas parce qu'elle a soudain compris l'origine de ses patterns, mais parce que son cerveau a appris une nouvelle réponse. Comportement inacceptable égale je m'éloigne, simple, clair, répétable, c'est ça le secret qui guérit. Des actions concrètes, répétées, qui créent de nouveaux circuits neuronaux. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va probablement vous contrarier. Toutes ces années que vous avez passées à essayer de comprendre, elles n'ont pas été inutiles, mais elles sont derrière vous. Vous avez assez compris. Vraiment. Vous avez toutes les pièces du puzzle. Ce qu'il vous manque, ce ne sont pas plus d'informations, c'est l'action. Et l'action commence par une décision simple, arrêtez de creuser et commencez à construire. Pensez à la construction d'une maison. Pour construire, il faut d'abord préparer le terrain. Parfois, on doit creuser pour poser des fondations solides. D'accord? Mais si vous passez 10 ans à creuser, à analyser la composition du sol, à étudier chaque couche de terre, à documenter chaque pierre, vous n'aurez jamais de maison. À un moment, il faut arrêter de creuser et commencer à bâtir. Votre vie émotionnelle, c'est pareil. Vous avez creusé, vous avez analysé, vous avez compris. Maintenant, bâtissez. Mais comment? Voilà la question pratique. Parce que je ne suis pas là pour vous donner une philosophie éthérée, je suis là pour vous donner des outils concrets. Première étape, identifier une souffrance récurrente. Pas toutes vos souffrances, juste une. La plus présente, la plus handicapante. Pour certaines, c'est l'anxiété relationnelle. Pour d'autres, c'est la difficulté à dire non. Pour d'autres encore, c'est cette tendance à se saborder juste quand les choses vont bien. Choisissez-en une seule. Deuxième étape, observez le pattern sans jugement. Comment cette souffrance se manifeste-t-elle? Quels sont les signes avant-coureurs? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans vos pensées, dans vos comportements? Observez comme un scientifique observe un phénomène, avec curiosité, pas avec accusation. Troisième étape, et c'est là que ça devient intéressant, identifier l'action la plus petite possible que vous pourriez faire différemment. Pas l'action idéale, pas l'action héroïque, l'action minimale viable, celle tellement petite que votre cerveau ne peut pas la refuser. Exemple. Vous êtes dans une relation où vous vous sentez invisible. L'action héroïque serait de partir, de claquer la porte, de reconstruire votre vie. Magnifique. Mais si vous étiez capable de faire ça, vous l'auriez déjà fait. L'action minimale, exprimer un besoin par jour. Un seul, j'ai besoin qu'on parle 5 minutes ce soir. J'ai besoin qu'on planifie quelque chose ensemble ce week-end. J'ai besoin de savoir si tu comptes rentrer dîner. Ridiculement petit, oui. Efficace, absolument. Parce que voici ce que vous ne comprenez peu, être pas encore, le changement ne vient pas des grandes décisions, il vient de la répétition de petites actions. C'est contre-intuitif dans une culture qui glorifie les transformations radicales, les ruptures spectaculaires, les renaissances dramatiques. Mais regardez la nature. Un arbre ne pousse pas en un jour. Un canyon n'est pas creusé par un seul torrent. C'est l'eau qui coule jour après jour, année après année, qui finit par sculpter la roche. Votre guérison, c'est pareil. Chaque petite action répétée sculpte votre cerveau, votre personnalité, votre vie. Alors maintenant, je vais être vraiment direct avec vous. Si, après avoir regardé cette vidéo, vous vous dites c'est intéressant, je vais y réfléchir, vous avez déjà perdu. Parce que réfléchir, c'est exactement le piège dont je vous parle depuis le début. Au lieu de ça, faites ceci. Avant la fin de cette journée, posez une action, une seule, tellement petite qu'elle ne fait pas peur, mais concrète, mesurable, observable. Vous avez peur d'appeler quelqu'un? Envoyez un message. Trop difficile? Écrivez le message sans l'envoyer. Encore trop? Ouvrez l'application de messagerie. Vous voyez, on peut toujours rendre l'action plus petite jusqu'à ce qu'elle soit faisable. Et voici le secret dans le secret. Une fois que vous avez fait cette micro-action, votre cerveau a changé, littéralement, physiquement.
Des connexions neuronales se sont créées. La prochaine fois sera plus facile. Et encore plus facile la fois d'après. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulatif. Chaque action, aussi petite soit-elle, prépare le terrain pour l'action suivante. C'est comme un muscle. Le premier jour où vous soulevez 1 kilo, c'est difficile. Le 30e jour, c'est devenu naturel. Et soudain, vous êtes capable de soulever 5 kilos. Vos comportements émotionnels fonctionnent exactement de la même manière. Chaque fois que vous dites non, quand vous voulez dire non, vous renforcez le muscle de l'affirmation de soi. Chaque fois que vous sortez d'une situation toxique, vous renforcez le muscle de l'autoprotection. Chaque fois que vous choisissez consciemment de ne pas ruminer, vous renforcez le muscle de la présence. Bon, je vous vois venir avec vos objections, mais docteur André, et le travail sur les traumas, et la guérison des blessures profondes, et la nécessité de faire la paix avec le passé, écoutez bien ma réponse. Tout ça, c'est important. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est important après, pas avant. D'abord, on arrête l'hémorragie, ensuite on soigne la plaie, puis on traite les séquelles. Si vous êtes dans une relation toxique maintenant, la priorité n'est pas de comprendre pourquoi vous attirez les personnes toxiques. La priorité est de sortir de cette relation. Point. On comprendra après. On analysera après. On guérira en profondeur après. Mais d'abord, on stoppe l'intoxication. C'est comme si vous étiez en train de boire du poison. Le thérapeute psychanalyste vous dirait « Explorons ensemble pourquoi vous avez développé cette tendance à boire du poison. » Peut être qu'enfant, vous avez intériorisé un message de non-valeur. Peut être que boire du poison est une répétition compulsive d'un pattern familial. Pendant ce temps, vous continuez à boire du poison. Moi, je vous arrache le verre des mains, brutalement si nécessaire. On parlera après de pourquoi vous le teniez. Là, maintenant, tout de suite, on arrête l'empoisonnement. Ça vous choque? Tant mieux. Parce que la complaisance thérapeutique tue plus de vies qu'elle n'en sauve. Cette idée qu'il faut être doux, patient, compréhensif avec nos résistances au changement, des fois oui, mais des fois il faut un électrochoc. Et l'électrochoc, c'est de réaliser que vous êtes en train de gaspiller des années précieuses à comprendre au lieu de vivre. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire. Françoise, 62 ans. Elle vient me voir après avoir passé 15 ans en thérapie psychanalytique. 15 ans. 3 fois par semaine. Elle peut vous réciter par cœur tous les événements traumatisants de son enfance. Elle a des théories sophistiquées sur ses mécanismes de défense. Elle comprend parfaitement sa structure psychique et elle est malheureuse. Profondément, viscéralement malheureuse. Premier rendez-vous, je lui demande « Françoise, qu'est-ce qui vous a rendue heureuse cette semaine ?» Elle me regarde, déstabilisée. « Je ne suis pas là pour parler de bonheur, docteur. Je suis là pour comprendre ma souffrance. » Voyez le problème? Elle est tellement investie dans la compréhension de sa souffrance qu'elle en a fait son identité. Elle est devenue la femme qui souffre et qui comprend pourquoi elle souffre. Enlever la souffrance reviendrait à enlever qui elle est. C'est terrifiant. Et c'est plus courant que vous ne le pensez. Alors avec Françoise, on fait quelque chose de radical. On arrête complètement de parler du passé. Pendant 3 mois, interdiction totale de mentionner son enfance, ses parents, ses traumas. On ne parle que du présent, aujourd'hui, maintenant, cette semaine. Au début, elle panique. « Mais docteur, si on ne parle pas de mes blessures, comment vais-je guérir ?» Ma réponse: et si vos blessures étaient déjà guéries mais que vous continuiez à les gratter? Cette phrase la laisse sans voix, parce qu'elle n'avait jamais envisagé cette possibilité. Que peut être, juste peut être, elle n'était plus blessée, qu'elle était juste habituée à se comporter comme quelqu'un de blessé. On travaille pendant 6 mois, pas sur sa psyché, sur son comportement. Chaque semaine, un nouveau défi concret. Complimenter un inconnu, essayer une activité qui fait peur, dire non à une demande déraisonnable, aller au cinéma seul, rire aux éclats dans un lieu public. Des choses ridicules, banales pour certaines, révolutionnaires pour Françoise. 6 mois plus tard, elle me dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur André,
Je réalise que j'ai passé 15 ans à analyser une vie que je ne vivais pas. Maintenant, je vis une vie que je n'ai pas besoin d'analyser. Boum. Le secret qui guérit, dans toute sa splendeur. Alors maintenant, parlons concrètement de ce qui se passe dans votre cerveau quand vous choisissez l'action plutôt que l'analyse. Parce que c'est fascinant et ça mérite que vous le sachiez. Quand vous ruminez, quand vous analysez obsessionnellement, vous activez principalement une partie de votre cerveau qu'on appelle le réseau du mode par défaut. C'est cette région qui s'active quand vous ne faites rien de particulier, quand vous êtes en pilote automatique, quand vous laissez votre esprit vagabonder. Le problème avec ce réseau, il a tendance à ressasser les mêmes circuits, les mêmes pensées, les mêmes schémas. C'est comme un disque rayé qui rejoue sans cesse la même partie de la chanson. Et plus vous laissez ce réseau prendre le contrôle, plus les sillons se creusent, plus il devient difficile de penser autrement. Maintenant, quand vous passez à l'action, quand vous faites quelque chose de concret, de nouveau, de différent, vous activez d'autres régions. Le cortex préfrontal dorsolatéral, responsable de la planification et du contrôle exécutif. Le cortex singulaire antérieur, qui gère la détection des conflits et l'ajustement comportemental. Les ganglions de la base essentiels dans l'apprentissage de nouvelles habitudes. Vous créez littéralement de nouveaux chemins neuronaux. C'est la neuroplasticité en action. Et voici ce qui est magique. Plus vous empruntez ces nouveaux chemins, plus ils deviennent larges, rapides, automatiques. Pendant ce temps, les anciens chemins, ceux de la rumination toxique, se rétrécissent, s'affaiblissent, finissent par être presque inaccessibles. C'est comme dans une forêt. Si vous marchez toujours sur le même sentier, il devient un chemin bien tracé. Si vous arrêtez de l'emprunter et que vous créez un nouveau sentier ailleurs, l'ancien finit par disparaître, envahi par la végétation. Votre cerveau est cette forêt. Vos pensées et vos actions sont les sentiers. Vous avez le pouvoir de décider quel sentier vous entretenez et quel sentier vous laissez disparaître. Mais attention, et c'est crucial, ça ne se fait pas en un jour. La neuroplasticité demande de la répétition, de la constance, de la patience. C'est là que beaucoup de gens abandonnent. Ils essaient une fois, deux fois, ça ne marche pas comme ils l'espéraient et ils retournent à leur vieux pattern en concluant ça ne marche pas pour moi. Erreur. Ça ne marche pas encore pour vous parce que votre cerveau a besoin de temps pour recabler. Les chercheurs estiment qu'il faut entre 66 et 254 jours pour qu'un nouveau comportement devienne automatique. Oui, vous avez bien lu. Jusqu'à 8 mois. Alors quand vous essayez quelque chose de nouveau pendant une semaine et que vous abandonnez parce que c'est trop difficile, vous êtes en train d'arrêter un marathon au 5e kilomètre en disant la course à pied n'est pas pour moi, donnez-vous du temps, mais pas n'importe quel temps, du temps actif, du temps où vous pratiquez, où vous répétez, où vous vous trompez, où vous recommencez. Parce que voici une autre vérité que personne ne vous dit, l'échec fait partie du processus. En fait, l'échec est le processus. Chaque fois que vous échouez à maintenir un nouveau comportement, votre cerveau apprend quelque chose. Il ajuste, il s'adapte, il se prépare pour la prochaine tentative. C'est comme apprendre à faire du vélo. Vous tombez, vous retombez encore, et puis soudain vous ne tombez plus. Pas parce que vous avez compris la théorie de l'équilibre, mais parce que votre cerveau a intégré les ajustements nécessaires à travers la répétition. Vos comportements émotionnels, c'est exactement pareil. Vous allez retomber dans la rumination. Vous allez rechuter dans l'analyse obsessionnelle. Vous allez dire oui quand vous vouliez dire non. Vous allez rester dans une conversation toxique au lieu de partir. Et alors, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Notez ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous a fait rechuter, quel était le déclencheur, qu'auriez-vous pu faire différemment, et recommencer. Aucun jugement, aucune autoflagellation, juste de la curiosité et de la détermination. Vous savez ce qui différencie mes patientes qui réussissent de celles qui échouent? Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la gravité de leurs problèmes, ce n'est même pas la motivation initiale, c'est la point tolérance à l'inconfort. Les femmes qui guérissent sont celles qui acceptent que le changement soit inconfortable. Elles ne cherchent pas le confort, elles cherchent la croissance.
Et elles ont compris que les deux sont souvent incompatibles. Quand vous restez dans vos vieux schémas, c'est confortable, familier, prévisible, même si c'est toxique, même si ça vous fait souffrir, c'est une souffrance que vous connaissez. Et le cerveau humain préfère la souffrance familière à l'incertitude inconnue. C'est pour ça que tant de femmes restent dans des relations qui ne leur conviennent pas. C'est pas qu'elles aiment souffrir, c'est qu'elles ont peur de l'inconnu. Partir, c'est plonger dans le vide. Rester, c'est douloureux mais prévisible. Le changement demande de choisir consciemment l'inconfort temporaire plutôt que la souffrance chronique. Et ça, c'est un muscle mental qui se développe avec la pratique. Alors comment développer cette tolérance à l'inconfort? Commencez petit, très petit. Faites une chose inconfortable par jour, quelque chose qui vous fait légèrement peur mais qui est gérable. Prenez un chemin différent pour rentrer chez vous. Commandez un plat que vous n'avez jamais essayé. Adressez la parole à un inconnu. Portez une couleur qui n'est pas dans votre zone de confort. Ridicule peut être, mais vous êtes en train d'entraîner votre cerveau à tolérer la nouveauté, l'incertitude, le changement, et ces petits inconforts préparent le terrain pour les grands inconforts nécessaires, quitter une relation toxique, changer de carrière, établir des limites fermes, exprimer vos besoins réels. Maintenant, parlons d'un autre aspect du secret qui guérit, l'importance du corps. Parce que trop souvent, on pense que la guérison psychologique se passe uniquement dans la tête. Grosse erreur. Votre corps stocke vos émotions. Les tensions dans vos épaules, c'est le poids que vous portez. Le nœud dans votre ventre, c'est l'anxiété que vous retenez. La douleur dans votre poitrine, c'est le chagrin que vous n'avez pas exprimé. Et vous pouvez passer des années à analyser ces émotions mentalement sans jamais les libérer, parce qu'elles sont coincées dans votre corps. Alors voici ce que je prescris à presque toutes mes patientes. Bougez, dansez, marchez, courez, nagez, frappez dans un sac de boxe, criez dans votre voiture, pleurez sous la douche, riez aux éclats devant un film stupide, libérez physiquement ce qui est coincé émotionnellement. Les études sur le trauma montrent que le mouvement physique aide à traiter les émotions non digérées. Quand vous bougez, vous activez votre système nerveux parasympathique, celui qui vous calme, vous réduisez le cortisol, l'hormone du stress, vous augmentez les endorphines, vos antidépresseurs naturels, mais surtout vous sortez de votre tête, vous revenez dans votre corps, vous reconnectez avec vos sensations physiques plutôt qu'avec vos ruminations mentales. C'est pour ça que tant de mes patientes me disent que la marche les aide plus que des heures de réflexion. Quand elles marchent, elles arrêtent de penser en boucle, leurs problèmes ne disparaissent pas, mais ils prennent une proportion plus raisonnable. Ils ne sont plus toute leur réalité, juste une partie de leur expérience. Alors si vous ne devez retenir qu'une seule chose pratique de cette vidéo, c'est celle-ci. Quand vous vous sentez submergé, quand les pensées tournent en boucle, quand l'anxiété monte, ne restez pas assise à analyser. Levez-vous, bougez, sortez, changez d'environnement physique. C'est simple, c'est basique, c'est incroyablement efficace. Et pendant que vous bougez, observez, regardez autour de vous, remarquez les détails, la couleur du ciel, le bruit de vos pas, la sensation de l'air sur votre peau. Ancrez-vous dans le présent, dans le concret, dans le réel. Parce que vos problèmes vivent dans votre tête, dans le passé ou dans le futur. Mais le présent, lui, est souvent beaucoup plus gérable que vous ne le pensez. Bon, je sens qu'on arrive à un point crucial. Certaines d'entre vous pensent probablement, d'accord, docteur André, tout ça semble logique, mais mon problème à moi est vraiment complexe. C'est différent. Laissez-moi vous dire quelque chose, j'ai entendu cette phrase des milliers de fois. Et vous savez quoi? Oui, votre situation est unique, vos circonstances sont spécifiques, votre histoire est particulière. Mais les principes de la guérison, ils sont universels. Que vous souffriez d'anxiété, de dépression, de dépendance affective, de troubles alimentaires, de traumas complexes, d'auto-sabotage chronique, les mécanismes sont les mêmes. Trop de pensées, pas assez d'action, trop d'analyse, pas assez de pratique, trop de compréhension, pas assez de transformation.
Le secret qui guérit ne change pas selon votre diagnostic. Ce qui change, ce sont les actions spécifiques que vous allez mettre en place. Mais le principe reste le même. Arrêtez de creuser, commencez à construire. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous libérer d'un poids énorme. Vous n'avez pas besoin d'être complètement guéri pour vivre une vie satisfaisante. On nous vend cette image de la guérison totale, de la personne parfaitement équilibrée, sans blessure, sans peur, sans doute. C'est un mythe, un mensonge marketing. Et c'est dangereux parce que ça nous fait croire que tant qu'on n'a pas atteint cet état mythique, on n'est pas digne de vivre pleinement. La vérité, on est tous un peu fêlés, on a tous nos zones d'ombre, on a tous des moments où on rechute dans nos vieux patterns. Et c'est normal, c'est humain, c'est acceptable. La guérison n'est pas un état final, c'est un processus continu, c'est choisir jour après jour, heure après heure, parfois minute après minute, des actions qui vous rapprochent de qui vous voulez être plutôt que de qui vous avez été. Et certains jours, vous échouerez, spectaculairement même, vous direz cette chose que vous aviez juré de ne plus dire. Vous accepterez ce comportement inacceptable. Vous retomberez dans cette relation toxique, vous vous saboterez au moment crucial, et alors, le lendemain, vous recommencez. Pas parfaitement, juste un peu mieux, ou peut être même pas mieux, juste vous recommencez. Parce que c'est ça la vraie résilience. Pas de ne jamais tomber, mais de se relever encore et encore et encore. Laissez-moi vous partager quelque chose de personnel. Il y a 30 ans, j'ai traversé une période difficile, épuisement professionnel, remise en question existentielle, le package complet. J'étais psychiatre, je devais aider les autres et je me sentais moi-même au bord du gouffre. Et vous savez ce qui m'a aidé? C'est pas l'analyse de pourquoi j'en étais arrivé là, c'est pas la compréhension de mes patterns. C'est une décision simple, chaque matin, avant même de me lever, je prenais 3 grandes respirations conscientes. C'est tout. 3 respirations. Ridicule? Peut être, mais ces 3 respirations sont devenues mon ancrage, mon rituel, ma façon de me dire tu es vivant, tu es présent, tu as le choix. 30 ans plus tard, je continue parce que c'était pas la complexité de l'outil qui importait, c'était la constance de la pratique. Alors si vous cherchez le secret qui guérit, le voilà dans toute sa simplicité dérangeante. Trouvez votre ancrage minuscule et pratiquez-le religieusement. Peut être que c'est 3 respirations. Peut être que c'est écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Peut être que c'est vous regarder dans le miroir et vous dire bonjour avec gentillesse. Trouvez cette chose tellement petite que vous ne pouvez pas échouer, et faites-la tous les jours, sans exception, sans excuse, parce que c'est ça qui change tout. Pas les grandes révélations, pas les moments d'épiphanie, mais ces micro-pratiques quotidiennes qui, accumulées, transforment une vie. Bon, je vais maintenant aborder un aspect que beaucoup de thérapeutes évitent, la responsabilité personnelle. C'est un sujet épineux parce qu'on risque d'être accusé de blâmer la victime, mais écoutez-moi bien, vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé. Si vous avez été maltraité, abandonné, trahi, traumatisé, c'est pas votre faute. 0% votre faute. Mais vous êtes 100% responsable de ce que vous faites avec ça maintenant. Vous voyez la nuance? Vous n'avez pas choisi vos blessures, mais vous choisissez ce que vous en faites. Vous choisissez de rester prisonnière ou de vous libérer. Vous choisissez de continuer à vous raconter la même histoire ou d'en écrire une nouvelle, et ce choix, personne ne peut le faire à votre place. Pas votre thérapeute, pas vos amis, pas vos enfants, pas un nouveau partenaire. Vous, seul, c'est terrifiant. Mais c'est aussi incroyablement libérateur, parce que si c'est votre responsabilité, c'est aussi votre pouvoir. Vous n'êtes plus à la merci des circonstances. Vous devenez l'architecte de votre propre reconstruction. Alors oui, c'est injuste que vous ayez à faire ce travail. Oui, c'est injuste que vous deviez réparer ce que d'autres ont cassé.
Oui, c'est injuste que la personne qui vous a blessé continue sa vie pendant que vous ramassez les morceaux. La vie est injuste, point. Vous pouvez passer votre vie à vous plaindre de cette injustice ou vous pouvez passer votre vie à construire malgré elle. Votre choix, vraiment, personne d'autre que vous ne peut le faire. Et maintenant, parlons d'un dernier élément essentiel, la patience. Pas la patience passive où on attend que les choses s'arrangent, la patience active où on continue à agir même quand on ne voit pas encore les résultats. Le changement réel prend du temps, beaucoup plus que ce qu'on nous vend dans les livres de développement personnel avec leurs promesses de transformation en 21 jours. C'est du marketing. La réalité est plus lente, plus subtile, plus complexe. Les premiers temps, vous ne verrez peu être aucune différence. Vous pratiquerez vos nouvelles actions, vous mettrez en place vos nouveaux comportements et vous aurez l'impression que rien ne change. C'est normal, c'est même prévu. Imaginez une plante. Vous plantez une graine. Les premiers jours, vous ne voyez rien. Les premières semaines, rien. Vous arrosez, vous attendez et il ne se passe rien en surface. Mais sous terre, des racines se développent, des fondations se créent. Le travail invisible se fait. Puis un jour, une petite pousse apparaît, fragile, presque insignifiante, mais elle est là. Et si vous continuez à l'arroser, à la nourrir, elle devient une plante, puis un arbuste, puis peut être un arbre. Votre guérison suit le même processus. Les premiers temps sont invisibles, mais le travail se fait. Les nouvelles connexions neuronales se créent, les nouveaux patterns s'installent, la transformation se prépare. Alors, ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Ne vous jugez pas si le changement est lent. Continuez à planter vos graines d'action nouvelles. Continuez à les arroser avec votre constance et ayez foi que sous la surface, quelque chose pousse. Voilà, on arrive à la fin. Et j'imagine que certaines d'entre vous se disent d'accord, docteur André, mais concrètement, par où je commence? Voici ma prescription pour vous aujourd'hui. Première chose, arrêtez de chercher à comprendre. Vraiment. Donnez-vous une semaine de pause dans l'analyse. Chaque fois que vous commencez à vous demander pourquoi, arrêtez-vous et demandez-vous plutôt quoi maintenant. Deuxième chose, identifiez une souffrance récurrente, une seule, celle qui vous empoisonne le plus. Pas toutes, juste celle-là. Troisième chose, trouvez l'action la plus petite que vous pourriez faire différemment face à cette souffrance. Si petite que vous ne pouvez pas échouer. Et faites-la. Aujourd'hui, maintenant, si possible. Quatrième chose, ancrez cette action dans une routine. Même heure, même contexte, tous les jours. Créez un rituel autour d'elle. Cinquième chose, bougez. Tous les jours. Minimum 20 minutes. Marchez, dansez, nagez, peu importe. Sortez de votre tête, revenez dans votre corps. Sixième chose, soyez patiente avec vous-même, célébrez chaque micro-victoire, pardonnez chaque rechute, continuez quoi qu'il arrive. Et maintenant, voici mon défi pour vous. Dans les prochaines 24 heures, je veux que vous fassiez une chose que vous reportez depuis longtemps. Une seule chose. Pas la plus difficile, pas la plus importante, juste une chose que vous savez que vous devriez faire mais que vous ne faites pas. Appelez cet ami, envoyez ce message, établissez cette limite, dites cette vérité, refusez cette demande déraisonnable, sortez de cette pièce, fermez ce livre qui vous déprime, ouvrez cette porte qui vous fait peur. Une chose, 24 heures, allez-y. Et quand vous l'aurez fait, revenez ici, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, commentez pour me dire ce que vous avez fait, partagez cette vidéo avec une amie qui a besoin d'entendre ce message, parce que le secret qui guérit, c'est pas un secret à garder, c'est un secret à partager, à multiplier, à disséminer. Vous avez passé assez de temps à comprendre, il est temps de vivre, vraiment vivre. Pas la vie que vous analysez, la vie que vous créez jour après jour, choix après choix, action après action. Le secret qui guérit, c'est vous, votre courage, votre constance, votre volonté de changer même quand c'est difficile.
même quand c'est lent, même quand vous ne voyez pas encore les résultats, alors allez-y, commencez, maintenant. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour commencer. Vous avez juste besoin de commencer pour progresser. À très vite. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça veut dire que vous êtes prête pour ce voyage. Ne me décevez pas. Surtout, ne vous décevez pas vous-même. Allez, action. Attendez, ne partez pas encore. Je sens qu'il y a quelque chose d'important que je dois encore vous dire. Quelque chose que j'ai appris après 4 décennies à écouter des femmes comme vous, des femmes intelligentes, sensibles, qui ont passé des années à essayer de se réparer. Vous savez ce qui m'a le plus frappé dans ma carrière? Le nombre de femmes brillantes qui se sabotent au moment précis où elles sont sur le point de réussir. Ce n'est pas l'échec qui les définit, c'est cette capacité presque artistique à détruire ce qu'elles construisent juste avant que ça ne devienne réel. Laissez-moi vous parler de Catherine. 57 ans, architecte reconnue. Elle vient me voir 3 semaines après avoir quitté son cabinet pour créer le sien. Le projet qu'elle mijotait depuis 15 ans. Elle a enfin sauté le pas. Et maintenant, panique totale, insomnie, crise d'angoisse, idées noires. Docteur André, j'ai fait une énorme erreur, je vais échouer. Je ne suis pas à la hauteur. Qu'est-ce qui m'a pris? Je l'écoute pendant 1 heure. Elle me donne 1000 raisons logiques pour lesquelles son projet va échouer. Le marché est difficile. Elle n'a pas assez d'expérience en gestion. Ses concurrents sont plus jeunes. L'économie est incertaine. Peut-être qu'elle devrait retourner à son ancien poste s'il est encore disponible. À la fin, je lui pose une question simple. Catherine, et si tout allait bien? Elle me regarde, confuse. Comment ça? Et si vous réussissiez? Et si votre cabinet marchait au-delà de vos espérances? Et si dans 5 ans vous étiez exactement là où vous rêvez d'être? Comment vous sentiriez-vous? Long silence. Puis elle commence à pleurer. Pas de petites larmes polies, des sanglots profonds, viscéraux. Entre deux hoquets, elle dit terrifiée. Je me sentirais terrifiée. Voilà, le secret dans le secret. Ce qui fait vraiment peur à la plupart d'entre nous, c'est pas l'échec, c'est la réussite. Parce que la réussite vient avec une responsabilité énorme, maintenir, protéger, être à la hauteur de ce qu'on a créé. L'échec, on connaît, on sait gérer, on a l'habitude. Mais réussir, devenir cette version de nous-mêmes qu'on a toujours prétendu vouloir être, c'est terrifiant. Parce que on ne peut plus se cacher derrière nos excuses. On ne peut plus blâmer les circonstances. On ne peut plus dire un jour quand, parce que ce jour est là. Maintenant, alors on sabote. Inconsciemment, mais efficacement. Une crise d'angoisse par-ci, un doute paralysant par-là, une rechute dans nos vieux patterns juste au bon moment. Et hop, on peut retourner à notre zone de confort toxique en se disant j'ai essayé, ça n'a pas marché. Sauf que ça n'a pas marché parce que vous ne l'avez pas laissé marcher. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous appliquez ce que je vous ai partagé aujourd'hui, vous allez commencer à voir des changements. Des petits d'abord, puis des plus grands. Et à un moment donné, vous allez être face à cette question terrifiante, et si ça marchait vraiment? Et c'est exactement là que vous devrez être la plus vigilante, parce que c'est là que votre cerveau va paniquer et essayer de tout faire pour retourner à l'ancien vous qui souffrait, mais qui était prévisible, confortable dans son inconfort. Comment reconnaître l'autosabotage? Plusieurs signes. Vous commencez à trouver des excuses pour arrêter vos nouvelles pratiques. Je suis trop fatigué, j'ai trop de travail. Ce n'est peut être pas si important finalement. Vous provoquez des drames inutiles dans vos relations. Vous faites des choix que vous savez être contre-productifs, mais vous les faites quand même. Vous retombez dans des comportements que vous aviez réussi à abandonner. Catherine, elle, a failli tout abandonner. Son sabotage était sophistiqué. Elle a développé des symptômes physiques, migraines, douleurs abdominales, vertiges. Son corps s'est mis à crier non à cette nouvelle vie qu'elle construisait. On a travaillé pendant 3 mois intensément, pas sur la gestion du stress, pas sur la confiance en soi, sur quelque chose de beaucoup plus fondamental,
sa capacité à tolérer le bonheur. Oui, vous avez bien entendu, certaines personnes doivent apprendre à tolérer le bonheur, comme d'autres doivent apprendre à tolérer l'inconfort. On a commencé par un exercice simple. Chaque soir, Catherine devait écrire 3 choses qui s'étaient bien passées dans sa journée, pas de grande victoire, juste 3 choses positives, un client satisfait, un projet qui avance, un moment de plaisir simple. Les premières semaines, elle trouvait ça extrêmement difficile, hein. Son cerveau était câblé pour chercher les problèmes, pas les succès. C'était comme essayer d'écrire avec la main gauche quand on est droitière. Possible, mais étrangement difficile. Puis quelque chose a commencé à changer. Plus elle entraînait son cerveau à remarquer le positif, moins le négatif prenait toute la place. Les symptômes physiques ont diminué progressivement. L'anxiété est devenue gérable. Et surtout, elle a arrêté de chercher des raisons pour abandonner. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, Catherine a un cabinet florissant, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'elle a appris à tolérer sa réussite. Elle ne passe plus son temps à attendre que tout s'effondre. Elle a accepté que sa vie puisse être bonne, vraiment bonne, sans qu'elle ait besoin de le payer par une catastrophe imminente. Cette croyance inconsciente que le bonheur doit être payé, je la vois constamment dans mon cabinet, comme si on n'avait droit qu'à un quota limité de joie et qu'il faut économiser au cas où, comme si être heureuse allait attirer le mauvais œil. C'est profondément ancré dans notre psyché collective. Méfie-toi quand tout va bien, le bonheur ne dure jamais, après la pluie, le beau temps, mais après le beau temps, la pluie. Ces adages qu'on nous a répétés depuis l'enfance deviennent des prophéties auto-réalisatrices. Parce que si vous croyez que le bonheur ne peut pas durer, vous allez inconsciemment saboter tout ce qui va bien pour prouver que vous aviez raison. Pour revenir à un état émotionnel qui vous est familier, le malheur connu plutôt que le bonheur inconnu. Comment on casse ce pattern? D'abord en le reconnaissant, prenez une feuille. Écrivez toutes les fois où vous avez saboté quelque chose de bon dans votre vie, une relation prometteuse que vous avez détruite, un projet professionnel que vous avez abandonné, une opportunité que vous avez refusée, un compliment que vous avez rejeté. Regardez le pattern, il y en a un forcément. Peut être que vous sabotez quand les choses deviennent trop intimes. Peut être quand vous commencez à vous attacher. Peut être quand le succès devient tangible. Peut être quand quelqu'un vous montre trop d'amour. Identifiez votre point de bascule. Ce moment précis où vous passez de ça va bien à je vais tout faire péter. Pour certaines, c'est quand elles se sentent vulnérables. Pour d'autres, c'est quand elles se sentent trop heureuses. Pour d'autres encore, c'est quand elles commencent à croire que ça pourrait vraiment marcher. Une fois que vous connaissez votre point de bascule, vous pouvez le surveiller. Quand vous le sentez arriver, vous prenez une grande respiration et vous vous dites « Ah, le voilà, mon vieux pattern qui revient, il pense qu'il va me contrôler comme d'habitude, mais cette fois, je le vois venir. » Et vous faites exactement le contraire de ce que votre pattern vous dicte. Si votre pattern vous dit de fuir, vous restez. S'il vous dit de provoquer un drame, vous cultivez le calme. S'il vous dit de saboter, vous protégez. C'est inconfortable comme tout. Votre cerveau va hurler, votre corps va protester, toutes vos alarmes internes vont se déclencher, normal. Vous êtes en train de briser un pattern vieux de décennies. C'est comme arracher une dent. Ça fait mal, mais c'est nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse pousser. Maintenant, parlons d'un sujet que j'ai délibérément évité jusqu'ici, le pardon. Pas parce que c'est pas important, mais parce que c'est probablement le concept le plus mal compris de toute la psychologie populaire. On nous dit qu'il faut pardonner pour être libre, qu'il faut pardonner pour avancer, qu'il faut pardonner pour notre propre paix intérieure. Et c'est vrai, mais voilà ce qu'on ne vous dit pas. Le pardon n'est pas un événement, c'est un processus, et ce processus n'a rien à voir avec l'autre personne. Combien de mes patientes sont venues me voir en disant « Je n'arrive pas à pardonner à mon ex, je n'arrive pas à pardonner à ma mère, je n'arrive pas à pardonner à celui qui m'a fait du mal », des centaines. Et elles attendent. Elles attendent le moment magique où elles vont ressentir ce pardon,
où la rancœur va disparaître, où la paix va s'installer, sauf que ce moment n'arrive pas, parce qu'elle cherche au mauvais endroit. Le pardon, ce n'est pas dire ce que tu m'as fait est OK. Ce n'est pas oublier, ce n'est pas minimiser, ce n'est pas excuser. Le pardon, c'est décider que cette personne n'a plus de pouvoir sur votre présent. Vous voyez la différence? Vous ne pardonnez pas pour l'autre. Vous pardonnez pour vous libérer de l'emprise mentale que cette personne continue d'avoir sur vous. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Isabelle. 61 ans. Elle vient me voir parce qu'elle n'arrive pas à pardonner à son père, décédé 15 ans auparavant. Lui ne l'a jamais aimée, elle en est convaincue. Il était dur, critique, distant. Elle a passé sa vie à essayer de gagner son approbation, sans succès. Aujourd'hui, 15 ans après sa mort, elle passe encore des heures à imaginer des conversations avec lui, à répéter ce qu'elle aurait dû lui dire, à fantasmer sur des excuses qu'il ne présentera jamais. Elle est prisonnière d'un homme mort depuis 15 ans. Je lui demande, Isabelle, combien de temps encore allez-vous donner à votre père? Elle ne comprend pas la question. Combien de temps encore va-t-il occuper votre esprit? Combien d'heures de votre vie allez-vous lui sacrifier? 15 ans ne suffisent pas? Il vous faut encore 15 ans? 30 jusqu'à votre propre mort? Ça la secoue, parce qu'elle réalise soudain qu'elle fait un choix. Chaque jour, elle choisit de donner de l'espace mental à cet homme. Chaque jour, elle choisit de continuer cette relation toxique avec quelqu'un qui n'est même plus là. Le pardon pour Isabelle n'a pas été de dire ce que papa a fait était OK. Ça ne l'était pas. Ça ne le sera jamais. Le pardon a été de dire je refuse de lui donner une seconde de plus de ma vie. C'est radical. C'est libérateur. Et ça n'a rien à voir avec de l'amour ou de la compassion pour l'autre. C'est purement égoïste, dans le bon sens du terme. C'est reprendre son pouvoir. Comment on fait concrètement? Exercice simple mais puissant. Pensez à la personne que vous n'arrivez pas à pardonner. Maintenant, calculez combien de temps vous passez par semaine à penser à elle, à ressasser ce qu'elle a fait, à imaginer ce que vous auriez pu dire ou faire. 1 heure, 5 heures, 10 heures, multiplié par 52 semaines, vous avez le nombre d'heures par an que vous donnez à cette personne. Maintenant, imaginez ce que vous pourriez faire avec tout ce temps, les livres que vous pourriez lire, les relations que vous pourriez cultiver, les projets que vous pourriez réaliser, les moments de paix que vous pourriez vivre. C'est ça, le vrai coût du non-pardon. Pas une punition divine, pas un karma négatif, juste du temps de vie gaspillé. Alors le pardon devient une question pragmatique. Est-ce que cette personne mérite d'occuper autant de place dans ma tête? Est-ce que ce qu'elle m'a fait justifie que je lui sacrifie des années de ma vie? La réponse est presque toujours non. Personne ne mérite ce sacrifice. Même la pire des trahisons, le pire des abus ne justifie que vous passiez le reste de votre vie mentalement enchaîné à votre bourreau. C'est pour ça que je dis souvent à mes patientes, ne pardonnez pas pour être une bonne personne, pardonnez pour être une personne libre. Il y a une différence énorme. Maintenant, je vais aborder quelque chose d'encore plus délicat, la culpabilité. Cette émotion toxique qui ronge tant de femmes de votre génération, la culpabilité de ne pas être une assez bonne mère, de ne pas être une assez bonne épouse, de ne pas être une assez bonne fille, d'avoir fait certains choix, de ne pas en avoir fait d'autres. La culpabilité est une émotion utile quand elle nous pousse à réparer une erreur. J'ai blessé quelqu'un, je ressens de la culpabilité, je m'excuse et je fais mieux. Voilà une culpabilité fonctionnelle. Mais ce que je vois dans mon cabinet, c'est rarement ça. Ce que je vois, c'est de la culpabilité chronique, non spécifique, qui n'a plus de fonction réparatrice. C'est juste un bruit de fond permanent qui vous dit que vous n'êtes pas assez, jamais assez. Prenons l'exemple classique de la culpabilité maternelle. Vous travaillez, vous culpabilisez de ne pas être assez présente. Vous restez à la maison, vous culpabilisez de ne pas être un modèle de réussite professionnelle. Vous élevez la voix, vous culpabilisez d'être une mauvaise mère. Vous ne posez pas de limites, vous culpabilisez d'élever des enfants sans cadre.
Vous ne pouvez pas gagner. Le jeu est pipé dès le départ. Alors comment on sort de cette spirale? D'abord en reconnaissant que la culpabilité chronique n'est pas une preuve que vous faites quelque chose de mal, c'est une preuve que vous avez intériorisé des standards impossibles. Deuxièmement, en se demandant est-ce que je culpabilise parce que j'ai vraiment fait quelque chose de répréhensible ou parce que je ne corresponds pas à l'image idéalisée qu'on m'a vendue. 9 fois sur 10, c'est la deuxième option. Vous êtes une mère normale avec des enfants normaux qui vivent une enfance normale. Mais on vous a vendu l'image de la mère parfaite qui ne crie jamais, qui est toujours patiente, qui cuisine bio, qui fait du yoga, qui a une carrière brillante, qui est sexy pour son mari, qui a des enfants parfaits qui disent merci et s'il vous plaît. Cette mère n'existe pas. C'est une construction marketing, un fantasme, une illusion. Et vous passez votre vie à vous sentir coupable de ne pas être une fiction. Alors voici ce que je propose, faites la paix avec votre médiocrité. Oui, vous avez bien lu, faites la paix avec le fait que vous êtes une mère moyenne, une amie moyenne, une employée moyenne, une fille moyenne, et c'est plus que suffisant. Parce que moyenne, ça ne veut pas dire mauvaise, ça veut juste dire humaine, avec des forces et des faiblesses, des bons jours et des mauvais jours, des moments où vous êtes brillante et des moments où vous plantez complètement, c'est normal, c'est sain, c'est réel. La perfection est l'ennemi du bien. Cette phrase, elle devrait être tatouée sur le front de toutes mes patientes perfectionnistes. Parce que dans leur quête de la perfection, elles sabotent tout ce qui est simplement bon. Un bon repas? Pas assez bon, il fallait que ce soit parfait. Une bonne conversation avec leur enfant? Pas assez, elles auraient dû dire autre chose. Une bonne journée de travail? Insuffisant, elles auraient pu faire plus. Rien n'est jamais assez. Et cette voix intérieure impitoyable les épuise, les use, les détruit petit à petit. Comment on fait taire cette voix? On ne la fait pas taire. On apprend à la reconnaître pour ce qu'elle est, une partie de nous qui essaie de nous protéger en nous maintenant dans l'hypervigilance. Elle croit bien faire. Elle pense que si elle nous pousse constamment, on ne fera jamais d'erreur, on ne sera jamais rejeté, on ne sera jamais abandonné. Mais elle se trompe. Parce que cette hypervigilance ne nous protège pas, elle nous épuise. Et une personne épuisée fait plus d'erreurs qu'une personne reposée. Alors on apprend à remercier cette voix pour son intention. Merci de vouloir me protéger. J'entends ton inquiétude. Mais là, tout de suite, je n'ai pas besoin de toi. Je peux gérer. Et on continue ce qu'on faisait. Ça demande de la pratique, des centaines, des milliers de fois, mais progressivement, cette voix perd de son emprise. Elle devient un murmure d'arrière-plan plutôt qu'un hurlement constant. Bon, je vais maintenant vous parler d'un sujet que presque personne n'aborde, le deuil de qui vous auriez pu être. Pas le deuil de quelqu'un qui est mort, le deuil de toutes les versions de vous-même que vous ne serez jamais. À 50, 60 ans, vous commencez à réaliser que certaines portes se sont fermées. Vous ne serez pas danseuse étoile, vous ne serez pas chef d'entreprise à succès, vous ne vivrez pas cette grande histoire d'amour romantique, vous n'aurez pas cette famille idéale que vous imaginiez. C'est pas que votre vie soit mauvaise, c'est juste qu'elle n'est pas celle que vous aviez rêvée à 20 ans, et ça fait mal, profondément. Parce que c'est un deuil invisible que personne ne reconnaît. On reconnaît le deuil d'un parent, d'un conjoint, d'un enfant, mais le deuil de ses propres possibilités non réalisées, on est censé l'avaler en silence, sois reconnaissante pour ce que tu as, d'autres sont moins chanceux, c'est la vie, oui, c'est la vie, mais ça ne rend pas le deuil moins réel ou moins douloureux. Jeanne, 58 ans, me dit un jour, Docteur André, j'ai une bonne vie, un mari correct, des enfants qui vont bien, un travail stable. Mais quand je regarde dans le miroir, je ne me reconnais pas. Ce n'est pas moi, ce n'est pas la vie que je voulais. Et là, pour la première fois quelqu'un lui donne la permission de pleurer cette vie non vécue, de reconnaître que oui, c'est triste, oui, c'est une perte. Non, c'est pas de l'ingratitude, c'est juste humain. On passe 2 séances à faire le deuil, vraiment le faire, à pleurer les rêves abandonnés, les talents non cultivés, les opportunités manquées, les choix qu'elle regrette. C'est intense, c'est douloureux, c'est nécessaire,
Parce que vous ne pouvez pas construire une nouvelle vie si vous êtes encore accroché à celle que vous n'avez pas eue. Il faut lâcher, faire le deuil, accepter. Et ensuite seulement, vous pouvez vous demander, ok, c'est pas la vie que j'avais rêvée, mais qu'est-ce que je peux encore en faire? Parce que voilà la bonne nouvelle, hein, il n'est jamais trop tard pour créer une vie qui vous ressemble. Peut être pas la vie que vous aviez imaginée à 20 ans, mais une vie qui a du sens pour vous maintenant, à 50, 60 ans, avec tout ce que vous avez vécu, appris, surmonté. Jeanne, après ce travail de deuil, a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a commencé à peindre, pas pour devenir une artiste reconnue, pas pour exposer ou vendre, juste pour elle. Parce qu'à 20 ans, elle voulait être artiste et la vie en a décidé autrement. Mais à 58 ans, elle peut encore mettre de la couleur sur une toile. Et ça, personne ne peut le lui enlever. C'est ça la résilience mature. Pas de nier ce qui aurait pu être. Pas de faire semblant d'être satisfaite quand on ne l'est pas. Mais de reconnaître les pertes, de les pleurer, et ensuite de se demander qu'est-ce qui est encore possible. Parce qu'il y a toujours quelque chose de possible, toujours. Tant que vous respirez, tant que vous êtes consciente, vous avez des options, peut être pas les options que vous vouliez, mais des options quand même. Et souvent, ces options qui ne faisaient pas partie de votre plan initial finissent par être les plus précieuses, parce qu'elles viennent d'un lieu de maturité, de sagesse, de connaissance de soi. Vous savez ce qui est magnifique chez les femmes de votre âge. Vous avez arrêté d'essayer de plaire à tout le monde. Vous avez moins peur du jugement. Vous savez ce qui compte vraiment. Vous avez moins de temps devant vous, donc vous le gaspillez moins avec des conneries. C'est un super pouvoir, vraiment. Et la société essaie de vous convaincre que vous êtes en déclin, que vos meilleures années sont derrière vous, que vous n'êtes plus pertinente. Mensonge. Énorme mensonge. Vous êtes à l'âge où vous pourriez enfin être pleinement vous-même. Si seulement vous vous donniez la permission. Si seulement vous arrêtiez d'attendre la validation extérieure et que vous vous validiez vous-même. Alors voici mon dernier message pour vous. Pas celui que je suis censé vous dire en tant que thérapeute bienveillant, celui que je vous dirais si vous étiez ma sœur, ma meilleure amie. Arrêtez de jouer petit, arrêtez de vous excuser d'exister, arrêtez d'attendre qu'on vous donne la permission d'être qui vous êtes vraiment, arrêtez de vous sacrifier pour des gens qui ne le remarquent même pas. Vous avez fait assez, vous avez donné assez, vous avez attendu assez. Maintenant, vivez, vraiment, pleinement, sans excuse, sans regret. Et si ça déplaît à certains, laissez-les être déplaisants. Votre job n'est pas de rendre tout le monde heureux. Votre job est de vivre votre vie de façon à ce qu'à la fin, vous puissiez vous regarder dans le miroir et dire « j'ai essayé, j'ai osé, j'ai vécu, pas parfaitement, pas sans erreur, pas sans regret, mais authentiquement, voilà le secret qui guérit dans sa forme la plus pure. Arrêtez de vivre pour correspondre à une image et commencez à vivre pour exprimer qui vous êtes réellement. C'est terrifiant, c'est libérateur, c'est la seule façon de vivre qui vaille vraiment la peine. Alors maintenant, vraiment, allez-y, commencez. Aujourd'hui, cette minute, cette seconde, faites cette chose que vous reportez, dites cette vérité que vous taisez, posez cet acte que vous craignez, commencez cette transformation que vous évitez. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de comprendre pour guérir, vous avez juste besoin d'agir encore et encore jusqu'à ce que l'action devienne votre nature. C'est ça, le secret qui guérit. Maintenant, vous le connaissez, la question est, qu'allez-vous en faire? À vous de jouer.